Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Le meurtre de la petite Lola, survenu vendredi dernier à Paris, suscite l'émoi dans toute la France. Peur, colère, incompréhension. Pourquoi ce crime nous bouleverse-t-il autant et à une si grande échelle entre tribunal public, travail de la justice, médiatisation à l'extrême et puis maintenant récupération politique, une récupération qui, bien entendu, s'articule autour de cette émotion collective. Comment expliquer ce phénomène dans l'opinion? Bonjour Patrick Avran. Bonjour. Vous êtes psychanalyste et vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé Les faits divers, une psychanalyse, dans lequel vous vous penchez sur la réception des faits divers depuis le 19e siècle et sur leur traitement médiatique en prenant pour exemple plusieurs affaires impliquant des tueurs d'enfants dans l'émotion justement. Quel est le point commun entre ces différentes affaires? Eh bien, c'est justement les enfants. On pourrait dire que le fait divers le plus suivi quand il s'agit de faits divers criminels, c'est quand il est question d'enfants. Quand un enfant disparaît, on pourrait dire que chaque homme, chaque femme est touché, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas pu se faire, sauver un enfant, alors qu'on peut dire que c'est le propre de chacun d'avoir à sauver un enfant. On sait très bien qu'un nouveau-né, quand il vient au monde, il ne peut pas vivre sans son entourage. Et là, avec cette affaire, on a quelque chose d'extrêmement, on peut dire, qui rassemble tout. C'est-à-dire, c'est un enfant, c'est une histoire qui se passe à des gens qui pourraient être nos proches, le gardien de notre immeuble. C'est une histoire qui est tout à fait étrange. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Et c'est cet ensemble-là qui fait que c'est un fait divers au sens, je dirais, le maximum du terme. Le fait divers, il faut qu'il ait une certaine proximité avec nous-mêmes. Mais à la fois, chacun se rend compte, sinon d'ailleurs nos vies seraient invivables, Patrick Avran, que ce meurtre atroce est précisément extrêmement rare, bien heureusement rare, sinon dans quel monde vivrions-nous? Et donc le fait qu'il y ait autant d'émotions pour un fait dont heureusement le caractère de rareté n'est pas à établir, qu'est-ce que ça signifie? À la fois il est rare, mais il est ce que nous redoutons. C'est-à-dire que chaque parent redoute à un moment ou à un autre quand son fils, sa fille est en retard. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ça réveille, on pourrait dire, les fantasmes conscients ou pas, enfin, qui sont parfois inconscients, mais parfois très présents, de peur de perdre son enfant. Ça réveille toute la crainte que l'on peut avoir de la violence d'autrui, c'est-à-dire aussi, ça évoque notre propre violence. Et c'est rare, heureusement, dans la mise en acte, mais ça fait partie de l'imaginaire qui est commun à tout le monde. C'est l'imaginaire des contes de fées aussi. Mais cet imaginaire-là, qui est effectivement un imaginaire empli de crimes horribles, il révèle aussi une forme de duplicité. Le psychanalyste que vous êtes, quel regard porte-t-il là-dessus? Il révèle la duplicité que l'on a en nous-mêmes, c'est-à-dire qu'à la fois, bien évidemment, on est tout à fait attristé, enfin plus que ça nous touche profondément, mais en même temps, ça ne nous est pas arrivé à nous. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette dimension-là dans le fait divers. Le fait divers, c'est quelque chose dont on peut parler, mais celui qui est le plus touché, il disparaît. On n'y a plus que la scène qui est présente. Et puis parfois, ça prend une ampleur extrêmement importante et ça devient l'objet de discussions. C'est aussi, on pourrait dire, ce qui rassemble. Ce qui rassemble parce que c'est au-delà des clivages politiques, sauf quand il y a l'utilisation. Enfin, il y a le fait divers et puis il y a son traitement. Alors dans le traitement du fait divers, il peut y avoir une utilisation, vous parliez de récupération, mais je dirais le fait divers basique. Avant cela, c'est d'abord ce dont on peut parler à la terrasse d'un bistrot ou avec des inconnus. C'est ce qui relie les personnes, c'est ce qui fait que nous sommes dans la même société et que nous parlons la même langue. C'est-à-dire c'est le plus petit commun dénominateur entre les êtres? Oui, il a pris cette fonction-là. Il est né de cela. Le fait divers est né à la fin du 19e siècle, à partir du moment où la grande majorité de la population commençait à savoir lire, et où donc les journaux ont pu faire des grands tirages avec les faits divers. Le premier d'entre eux, c'était ce qu'on appelait l'affaire Troppmann, un meurtre, là aussi d'enfants. Une mère et ses enfants qui ont été assassinés. Ça a multiplié, je crois, par 10 ou 20 le tirage du petit journal à ce moment-là. Et le fait divers, donc, est dans la suite, on pourrait dire, de ce qui rassemble tout le monde, comme un peu les romans feuilletons. Et parmi les différents faits divers que vous avez
étudié, Patrick Avran, même si vous êtes psychanalyste et que vous avez pour habitude de vous intéresser plus à l'inconscient, est-ce qu'il y a différentes catégories et différentes manières justement de façonner l'imaginaire, l'opinion, l'émotion collective? Bah, l'émotion, elle est présente. Elle est présente parce que quand ça touche le père, la mère, que nous sommes ou que nous ne sommes pas ou que nous pouvons imaginer être, là on pourrait dire c'est l'émotion partagée. Ce qu'il y a en plus, c'est le traitement que l'on fait. Et par exemple, là, pour cette affaire de la petite Lola, ça dépasse, on pourrait dire, le fait divers lui-même, parce qu'il y a des faits divers qui s'arrêtent simplement là. Et il faut savoir qu'un des faits divers retentissants qu'on a complètement oublié, c'est dans les années 1907, c'est ce qu'on appelle l'affaire Soleillant. Eh bien, à cette année-là, Soleillant, c'est un homme qui a tué et assassiné la petite Marthe. Et le président de la République de l'époque, Fallières, avait voulu lancer une réflexion sur l'abolition de la peine de mort. C'était son projet. Ce fait divers-là a complètement arrêté le projet. C'est-à-dire qu'on n'a plus parlé du tout de l'abolition de la peine de mort à partir de ce fait divers. Alors ça, c'est la phase d'utilisation, de récupération politique d'un fait divers. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et si on assiste à cette récupération politique, c'est bien entendu parce qu'il y a de l'émotion. Hier, lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, eh bien, il y a eu une polémique très vive à l'Assemblée autour du meurtre de Lola. On écoute un extrait de cette polémique. La parole est à Madame la Présidente Le Pen. Vendredi, la France s'est figée de douleur et d'horreur en apprenant le supplice de la petite Lola. Une fois de plus, la suspecte de cet acte barbare n'aurait pas dû se trouver sur notre territoire, et ce, depuis plus de 3 ans. Une fois de trop. Trop de crimes et de délits sont commis par des immigrés clandestins que l'on n'a pas voulu ou pas su renvoyer chez eux. La prise de parole pour le moins tardive du gouvernement sur cet insoutenable assassinat prouve que vous n'avez pas mesuré l'immense, la profonde émotion qu'a suscité ce drame dans le cœur du peuple français. C'est dommage. Madame la Première ministre. Un peu de décence, Madame la Présidente. Un peu de décence et respectez la douleur de la famille, Madame la Présidente. Une peine d'autant plus forte compte tenu des circonstances dramatiques, des circonstances horribles de ce crime. En effet, Madame la Présidente, mais vous voyez, face à un drame, d'abord, respectons la douleur de la famille et laissons la police et la justice faire son travail. Dans notre pays, il y a une loi fondamentale qui prévoit la séparation des pouvoirs. Respectons la loi fondamentale, respectons la douleur de la famille, respectons la mémoire de Lola. Un extrait donc de ces échanges très vifs à l'Assemblée. Hier, Patrick Avran, vous êtes psychanalyste et vous avez consacré un ouvrage justement à l'analyse, à la réception des faits divers, les faits divers, une psychanalyse. Lorsque vous entendez ces dialogues, cette polémique à l'Assemblée, à quoi vous fait-elle penser ? Elle me rappelle quelque chose dont vous vous rappelez aussi peut-être, c'est un présentateur de télévision aux 20h, c'était l'affaire Patrick Henry, je crois, qui a ouvert en disant « La France a peur ». C'est-à-dire qu'on retrouve dans le traitement du fait divers toujours quelque chose qui peut être cela, c'est pas à chaque fois, mais je dirais c'est une utilisation. C'est une utilisation et la personne qui disparaît là, eh bien, ce sont ceux qui ont vécu, c'est-à-dire ce sont les parents, c'est la petite fille dont il est question, c'est ce que, dans une autre affaire, l'affaire Laetitia qui est plus récente, quelqu'un qui s'appelle Jablonka a fait un livre dessus en justement voulant redonner vie à cette femme, cette jeune femme disparue. C'est-à-dire ceux qui disparaissent dans le fait divers quand il est traité comme ça, ce sont effectivement ceux qui l'ont véritablement vécu, ceux qui sont touchés au plus profond d'eux-mêmes et on oublie cela au bénéfice de grandes idées.
de grandes idées, mais aussi lorsque vous évoquiez le fait d'avoir affaire à une peur, peut-être à la peur majuscule de tout individu, et en particulier des parents, qui est celle de ne pas réussir à protéger son enfant. Oui, c'est en cela que le fait divers nous touche tout le monde. C'est-à-dire que à ce moment-là, d'une certaine façon, chacun est pris en défaut. Chacun est dans la position de « je n'ai pas pu la sauver ». Chacun se dit quelle fragilité un enfant. Et c'est dans cette mesure-là que les plus retentissants des faits divers sont toujours autour d'enfants, plus ou moins jeunes, mais on les connaît tous, enfin, depuis le petit Grégory jusqu'à maintenant cette jeune fille. Alors c'est effectivement la crainte que l'on a lorsque l'on est parent ou pas parent d'ailleurs. C'est aussi peut-être le procès qu'on peut faire à la société, même si ce procès n'a pas nécessairement de solution, parce que évidemment on se dit que dans ce crime atroce, on cherche des parades sans parfois en trouver une, parce qu'on se dit qu'une société doit d'abord protéger les enfants. La société est là pour protéger, mais dans une affaire comme celle-là, chercher la faute causée par la société, c'est quand même, me semble-t-il, s'éloigner du véritable sujet. C'est-à-dire qu'à la fois la société protège, mais en même temps, elle ne peut pas tout protéger. Il y a quelque chose qui est le propre au fait divers aussi, c'est-à-dire que le fait divers, c'est ce à quoi on ne s'attend jamais. Qu'il soit dramatique comme celui-là, ou qu'il soit parfois très joyeux, c'est-à-dire quelqu'un qui hérite et qui ne s'attend pas à trouver 20 kilos d'or sous un plancher. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension-là dans le fait divers. La vie est ce qu'elle est, et puis d'un seul coup, l'impossible arrive. Et c'est au fond comme pas dire comme un rêve, parce que là c'est comme un cauchemar, mais c'est aussi en ça que ça renvoie à nous, ça renvoie à ce qui nous paraît inimaginable. On pourrait dire que, en l'occurrence, la réalité est plus forte que le fantasme, ou tout au moins c'est du fantasme qui se réalise. Alors c'est du fantasme, c'est du cauchemar, ou en l'occurrence. Alors, la récupération politique de ce crime, elle vient du fait, comme l'explique par exemple Libération, que la coupable présumée Dabia B, qui, semble-t-il, a présenté aux enquêteurs un discours qualifié de fluctuant, cette personne est une étrangère en situation irrégulière qui était sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière, lequel n'a pas eu lieu, bien évidemment. Il y a, Patrick Avran, de nombreux commentaires sur la personnalité de cette coupable présumée. En tant que psychanalyste, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet ? En l'occurrence, je ne peux rien dire sur la personne en question. Dans le fait divers, dans la mesure où on a affaire à quelque chose d'étrange, d'inexplicable, de curieux, à ce moment-là, effectivement, toutes les hypothèses sont à rechercher. C'est-à-dire que nous sommes construits d'une façon telle que nous cherchons la rationalité là où elle n'y est pas nécessairement, et on peut évoquer telle ou telle raison. Donc, c'est pas étonnant qu'on puisse développer tout ce qui a de traits plus ou moins proches est lié à la personne supposée du criminel. Mais ça sera le cas dans tous les faits divers. Pour l'histoire du petit Grégory, on va chercher les drames familiaux. Pour l'histoire de Laetitia, on va chercher aussi l'histoire du placement de cette jeune fille. Il faut toujours trouver quelque chose qui nous met dans une rationalité et qui n'est pas dans le fait divers. Le fait divers, c'est le propre de l'irrationnel qui surgit dans la réalité. Et c'est en ça aussi que ça nous touche. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de scandaleux dans le fait de buter, de se heurter à l'irrationalité ? C'est scandaleux, au sens profond du terme. Et c'est aussi peut-être de ce scandale dont on a besoin de temps à autre pour montrer que la vie n'est pas uniquement de la rationalité. Nous rêvons en général, nous ne nous souvenons pas toujours de nos rêves, mais on pourrait dire que nos rêves ont à voir avec des faits divers, c'est-à-dire que c'est l'irrationnel qui est dans notre vie. Mais vous, votre métier, c'est justement de vous confronter à l'irrationalité des êtres ? L'irrationalité supposée, c'est-à-dire que qu'est-ce que fait un psychanalyste ? Il essaye de comprendre le discours sous-jacent que donnent les symptômes.
mais il ne peut pas tout résoudre. Mais en même temps, il faut accepter cette part d'irrationalité pour chercher à la comprendre. Mais on peut l'accepter à l'échelle individuelle, au niveau de la société. Face à un crime de ce type, c'est plus compliqué de l'accepter. On a vu quelques crimes, quelques faits divers récents où justement l'irresponsabilité du meurtrier était avancée. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous qui êtes psychanalyste, Patrick Avran ? Je ne peux pas trancher, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire que l'irresponsabilité ? D'une certaine façon, il y a toujours une responsabilité consciente ou inconsciente de tout acte que l'on fait. Toute la question, c'est la définition à ce moment-là de l'irresponsabilité. Il y a une définition juridique de l'irresponsabilité qui n'est peut-être pas le même que la définition, je dirais, psychanalytique. Sans parler d'irresponsabilité, le psychanalyste dit que nous sommes toujours les sujets de nos actes, même si nous ne le savons pas, et que quand nous faisons tomber un stylo par terre, il a facilement interprété ça comme quelque chose. C'est-à-dire que c'est sa responsabilité inconsciente d'avoir fait tomber ce stylo par terre. Alors aller plus loin, aller jusqu'au crime, là c'est un peu plus compliqué. Mais la question de la responsabilité, je dirais, n'est pas du ressort du psychanalyste. C'est du ressort de la justice. Et c'est important qu'effectivement la justice tranche à ce niveau-là. Et plus généralement, Patrick Avran, lorsqu'on a affaire à un meurtre, j'ai presque envie de dire quel qu'il soit, justement, est-ce que la question de la normalité, ce n'est pas une question éminemment problématique ? Parce que pour tuer quelqu'un, qu'il s'agisse de tuer une vieille dame, tuer un enfant ou tuer un être tout court, il faut précisément ne pas être normal ? Chacun en nous a des pulsions de mort. Chacun en nous a de la violence. La société, ce que les psychanalystes appellent le surmoi, fait qu'on se les interdit. Qui n'a pas eu envie, sinon de tuer, tout au moins de bousculer quelqu'un dans le métro parce qu'on trouve qu'il se rapproche un peu trop, qu'il sent mauvais, je ne sais pas, et il s'en retient. Eh bien, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle des passages à l'acte, c'est-à-dire, au fond, quand ça saute, quand l'interdit saute. Le plus souvent, c'est comme ça que se passent la plupart des crimes. Il y a quelque chose d'un interdit qui saute. L'interdit, il est en nous, mais il est aussi celui qui est forgé par le monde social dans lequel nous vivons. Merci Patrick Avran. Je rappelle que l'on vous doit les faits divers, une psychanalyse. Dans quelques instants, on va évoquer cette fois-ci non plus ce fait divers en particulier, mais plus généralement le débat autour de l'insécurité en France, la manière dont celui-ci peut être observé. Nous serons en compagnie d'une sociologue, Renée Zoberman notamment. Il est 8h sur France Culture. France, il y a l'augmentation des trafics de drogue, des agressions, voire parfois des meurtres. C'est, semble-t-il, le quotidien de nombreuses villes françaises, de plus en plus de villes moyennes. En tout cas, il y a eu un certain nombre de statistiques à ce sujet. Nous aimerions faire le point sur ces différentes affaires, faire le point sur, par exemple, ce qui se passe à Nantes avec vous. Florence Pagneux, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous suivez justement l'actualité autour de Nantes et sa région. Et puis ici en studio, nous sommes en compagnie de la sociologue du droit Renée Zoberman. Bonjour. Bonjour. Renée Zoberman, vous avez entendu le billet de Jean Lémarie, un billet politique consacré au meurtre de Lola et à sa récupération politique. Qu'est-ce qu'une sociologue qui a l'habitude de traiter les chiffres, donc des chiffres en masse, des situations collectives, qu'a-t-elle à dire sur un fait divers nécessairement par nature isolé ? Merci Guillaume Werner de cette question. Je travaille en effet sur des grandes bases de données, sur des statistiques administratives, sur des enquêtes en population générale, sur les situations de victimation. Et en effet, une affaire isolée est quasiment invisible
disons, dans ces grandes enquêtes. Un meurtre l'est d'ailleurs d'autant plus que les enquêtes elles-mêmes ne s'adressent qu'aux victimes et que, évidemment, par définition, la victime de meurtre n'est plus là pour raconter son histoire. Sur la question quand même très importante de est-ce qu'une affaire comme ça est une affaire politique, malgré tout, je dirais oui, et pas en m'appuyant sur cette affaire en particulier, mais là, de nouveau, en m'appuyant sur les enquêtes. C'est-à-dire que les enquêtes montrent très bien que les fractions de population qui font passer la question de la délinquance et de l'immigration couplées à cette question de délinquance, au premier rang de leurs préoccupations, au premier rang de ce qu'elles exigeraient de l'État comme action publique, sont très massivement portées sur les votes ou sur les autopositionnements politiques de droite et de plus en plus à mesure qu'on va vers l'extrême droite. Donc il y a en effet un aspect tout à fait politique à ces affaires isolées parce qu'elles font l'objet d'une montée en généralité qui finalement se retrouve dans des enquêtes en population générale. René Zoberman, je vous ai invité parce que je lis depuis quelques jours de nombreux articles consacrés à l'augmentation de l'insécurité, notamment l'augmentation de l'insécurité dans les villes moyennes. Vous allez nous dire s'il s'agit d'un phénomène véritablement nouveau, mais tout d'abord, il y a toujours un peu de scepticisme à l'égard des chiffres de l'insécurité. On a toujours l'impression que ces chiffres sont cuisinés dans un sens, dans un autre, dans les commissariats ou ailleurs. Qu'en pense la sociologue que vous êtes ? Alors, les chiffres ne sont pas cuisinés, les chiffres sont construits de façon à mesurer ce que les acteurs qui les produisent cherchent à connaître. C'est-à-dire que les policiers, les agences policières cherchent à connaître la charge de travail, en quelque sorte, qui va être la leur. Et c'est la charge de travail, en fait, qu'ils accomplissent, qui est répertoriée dans les statistiques administratives. En revanche, le sociologue, lui, cherche à mesurer dans la population générale quelque chose qui ne passe pas par les administrations, quelque chose qui est vécu et qui est raconté indépendamment du rapport qu'on peut avoir avec l'administration, avec les agences policières, en signalant une affaire ou éventuellement en portant plainte. Donc ce sont des données qui sont valides les unes et les autres pour mesurer des choses différentes et pour avoir, disons, une idée raisonnablement construite de l'ampleur du phénomène criminel. La méthode la plus performante, c'est de croiser les sources et aussi de les construire sur le plus long terme possible. Parce que excipé d'un chiffre qui a augmenté d'1,5% ou diminué de 3% suivant les moments n'a de signification que si on le rapporte à une tendance de plus long terme pour savoir si c'est un accident occasionnel ou bien si c'est véritablement une tendance. Donc je vais vous poser une question grossière et vous allez m'apporter une réponse fine. René Zoberman, assiste-t-on aujourd'hui à une augmentation de l'insécurité en France ? Alors, insécurité, vous voulez dire quoi ? Est-ce que vous voulez dire la façon dont les gens ressentent la question de la délinquance ou est-ce que vous voulez dire ce que mesurent les chiffres ? Et ce sont en effet des choses qui peuvent être tout à fait déconnectées. Moi, j'aimerais partir sur la mesure. Est-ce que l'on assiste, je sais bien que les sociologues se méfient des faits parce que les faits sont aussi déconstruits, mais lorsque vous observez l'augmentation des agressions, des vols, des meurtres aussi, est-ce que vous assistez à une augmentation en matière statistique de ces différents événements, René Zoberman ? Eh bien non. Dans l'ensemble, plutôt non. Alors, si on prend les violences, en partant des violences les plus sérieuses, c'est-à-dire les homicides, on a deux sources de données. On a les enregistrements policiers et puis on a les statistiques, les enregistrements de l'INSERM sur les causes de décès, sur les causes de mortalité. Alors, il se trouve que les statistiques de l'INSERM, depuis quelque temps, sont assez en capilotade, je vais utiliser un mot un peu lourd, c'est-à-dire qu'elles sont très en retard par rapport aux enregistrements policiers. Le dernier chiffre publié date de 2017.
et il est très très en dessous des enregistrements policiers, sans qu'on sache véritablement comment expliquer ça, sinon de nouveau par des politiques de qualification des décès sur lesquels moi j'ai pas beaucoup d'informations et j'ai du mal à obtenir des informations. Les statistiques de police, elles, c'est-à-dire les enregistrements d'homicides volontaires ou de coups et blessures ayant entraîné la mort, sont relativement stables. Elles sont autour de 1 millier maximum par an. Ce qui a en effet énormément augmenté dans la douzaine d'années qui viennent de s'écouler, ce sont les tentatives d'homicide. Et là, on est en effet actuellement, si je regarde mes courbes, on est plutôt dans plusieurs milliers. Et là, l'explication, l'hypothèse qu'on peut faire, la plus plausible, c'est qu'à partir d'un moment, la politique policière d'enregistrement s'est modifiée et on a décidé d'enregistrer sous la qualification de tentative d'homicide des violences très sérieuses qui ont existé comme violences sérieuses, mais on a changé la qualification et c'est ce qui permet maintenant de voir une courbe des tentatives d'homicide qui augmente considérablement alors que les homicides eux-mêmes sont à un niveau très très stable et à un niveau qui est tout à fait compatible avec le reste des pays européens, des pays dans lesquels on a un contrôle des armes, en gros. Ce qui veut dire que la France est plutôt bien classée, mal classée par rapport à ces autres pays ? Par rapport aux pays européens, elle est tout à fait dans la norme. Alors, si maintenant on compare avec des pays dans lesquels les taux d'homicide sont à des niveaux extrêmement élevés, alors on est très, très dans un pays extrêmement calme. Si vous comparez au Brésil, si vous comparez à l'Amérique centrale, si vous comparez à l'Afrique du Sud, ça ne console personne de savoir qu'ailleurs, la situation est beaucoup plus grave. Surtout que ces pays sont présentés comme étant effectivement des endroits extrêmement compliqués à vivre. Voilà, donc quand on est dans un endroit, quand on vit dans un pays, c'est à partir de la situation de ce pays qu'on se construit une représentation de ce que c'est qui est grave, de ce qui est grave, de ce qui n'est pas grave. Donc c'est en effet pas une consolation. Mais enfin, dans la mesure où on parle de données à la fois de long terme et de données générales, alors on est obligé de constater que la France est un pays calme en ce qui concerne les homicides. René Zobermatch disait la semaine dernière dans le Figaro une enquête qui semblait dire que le trafic de drogue avait explosé pendant la période postérieure au confinement, qu'il y avait eu une sorte de réorganisation de ce trafic de drogue, ce qui provoque aujourd'hui une insécurité liée à ce trafic. Est-ce que vous l'apercevez dans vos statistiques ? Alors, non. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, nous travaillons sur des échantillons globaux, que ce soit les échantillons nationaux ou bien les échantillons, disons, régionaux, puisqu'on a aussi une enquête en région Île-de-France. Le problème de toutes nos données, c'est, en tout cas des données d'enquête, c'est que ce sont des données nationales, éventuellement régionales, et que quand il y a des problèmes très sérieux, comme ceux qui viennent de se manifester à Nantes, mais qui se manifestent régulièrement dans d'autres territoires, ils sont, dans une vue globale, ils sont invisibles. Il faudrait avoir des données autres que les enregistrements policiers à des niveaux locaux, c'est-à-dire être capable de faire des enquêtes auprès de la population à des niveaux locaux. Et là, on se heurte à un problème massif qui est le problème de financement. Parce qu'en effet, probablement dans les endroits où ces problèmes de violence, notamment de violence liées au trafic de drogue, sont les plus sérieux, ce sont des endroits qui sont plutôt pauvres et où les municipalités n'ont pas les moyens de fabriquer des enquêtes qui sont des enquêtes coûteuses. Alors, il y a en revanche des enquêtes journalistiques. Florence Pagneux, vous êtes journaliste justement dans la région nantaise. Avez-vous observé à une augmentation ou à une évolution en matière d'insécurité dans cette région ? Alors effectivement, j'ai récupéré des chiffres de la préfecture qui font une évolution entre 2019 et 2022 et qui montrent que finalement les faits de délinquance générale ont baissé de 9%.
Donc, on voit bien qu'au niveau général, il y a eu une baisse, contrairement à l'image qu'on pourrait avoir de la ville. En revanche, les atteintes aux personnes, elles, ont augmenté de 6%. Donc voilà les chiffres sur la ville de Nantes aujourd'hui, entre 2019 et 2022. Chiffres fournis par la préfecture, qui me semblaient nécessaires par rapport à la tempête médiatique qu'on a pu connaître à Nantes ces dernières semaines, et qui sont liés là encore à un fait divers terrible qui s'est déroulé fin septembre, qui était un viol collectif sur l'île de Nantes, qui est un quartier très festif de la ville, et qui a provoqué ensuite une série d'articles effectivement sur l'insécurité à Nantes. Et puis il y a eu encore récemment, je crois, une femme poignardée. Tout à fait, on a vraiment l'impression d'assister à une série noire ces derniers temps de faits divers qui concernent pour beaucoup des quartiers populaires finalement, où depuis, je dirais, 5 ans, on a une montée en puissance du trafic de stupéfiants et une montée en puissance des fusillades. Par exemple, le procureur de la République de Nantes nous disait que depuis janvier 2022, il y avait eu 35 fusillades à Nantes dans ces quartiers, liées à des questions de règlement de compte, de guerre de territoire, etc. 35 fusillades, c'est assez énorme, ça représente une par semaine. Donc il y a un vrai sujet sur la question des stupéfiants à Nantes, comme ça peut être le cas dans d'autres villes de même taille. Et c'est quelque chose qui est apparu, je dirais, il y a 5 ans, il y a 10 ans. C'était des choses dont on parlait beaucoup moins dans la ville. On en parlait moins parce qu'elles n'existaient pas ou elles existaient moins, si j'ose dire, Florence Pagneux. Oui, tout à fait. Pour autant, il y a eu un emballement médiatique assez fort ces dernières semaines qui ont été très fortement relayés par les réseaux sociaux. Il y a une association en fait, qui est née depuis 2019 qui s'appelle Sécurité Nocturne à Nantes et qui bataille pour justement une meilleure sécurité du centre-ville et qui avait organisé une manifestation contre l'insécurité qui a réuni presque 1 millier de personnes peu après le fait divers dont je vous parlais. Mais il faut savoir que cette manifestation, elle avait été organisée déjà beaucoup de temps avant la survenue de ce fait divers. Et c'est finalement ce fait divers qui est venu donner du relief à cette manifestation où beaucoup de gens se sont déplacés pour dénoncer l'insécurité qu'ils vivent. Mais voilà, je pense qu'il faut replacer les choses dans un contexte particulier et voir que la ville n'est pas non plus à feu et à sang en permanence. La ville n'est pas à feu et à sang, mais dans ce que l'on appelle les représentations médiatiques, Florence Pagneux, on a vu justement une assimilation de Nantes, certains quartiers de Nantes, la région nantaise, à une ville où l'insécurité avait augmenté de manière significative. Effectivement, et ce que me disait un collègue de René Zoberman récemment, c'est qu'une fois qu'on colle une étiquette insécurité à une ville, la ville a énormément de mal à s'en défaire. Et je vois bien qu'il y a des témoignages de gens qui ne sont pas nantais. Les premières choses qu'ils demandent aujourd'hui quand on parle de Nantes, c'est plus l'attractivité ou la bonne santé économique de la ville, c'est alors est-ce que c'est vraiment une ville où il y a de l'insécurité? Est-ce que je vais y mettre mes enfants pour étudier? Donc on voit que cette question de l'image, elle est ultra importante et je pense qu'il y a un vrai enjeu là-dessus sur comment la ville va réussir à transformer finalement ce qui se passe aujourd'hui et à retrouver une certaine sérénité en matière de tranquillité dans la ville. Bien sûr. René Zoberman, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la question de la drogue est vraiment celle qui cristallise qui cristallise les poches là où les poches de violence. S'il y a des fusillades, s'il y a des règlements de compte, c'est en effet autour de l'accaparement d'un marché lucratif sur des territoires qui ont éventuellement pas d'autres ressources pour faire survivre les habitants. Je veux dire, il est clair qu'un marché illégal à haut rendement est l'objet de convoitises et de convoitises qui se manifestent par des violences sérieuses. Et quand il y a des violences sérieuses, c'est-à-dire des violences entre gens et qui ne se passent pas à l'intérieur du cercle familial, parce que quand même une grande partie des homicides se passent à l'intérieur des violences en général, se passent à l'intérieur du cercle familial. Quand il s'agit de violences dans l'espace public, c'est très largement autour des questions de drogue. Et là, on est dans une affaire éminemment politique, du débat autour de la légalisation ou non d'un marché qui est lucratif parce qu'il est illégal. Mais là aussi, on assisterait, je mets ça au conditionnel, je vous pose la question, René Zoberman, à une évolution vers des villes moyennes, vers des petites villes. Il y a eu beaucoup de reportages de faits qui tendaient à prouver, ou en tout cas qui tendaient à dire,
que ces trafics de drogue qui étaient jadis réservés à certains lieux dans les grandes villes étaient aujourd'hui présents dans des milieux qui étaient des milieux ruraux ou presque. Mais c'est à la mesure de la façon dont l'usage des drogues se répand. Je veux dire, si on prend le cannabis, la France est quand même dans les pays où sa consommation est mesurée, et on a les données de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. La France est quasiment toujours en tête de la consommation. En tête ou en deuxième position avec la Tchéquie, enfin de la consommation de cannabis, par exemple. Donc, à mesure que c'est un produit qui se répand, et tant qu'il est illégal, et évidemment les autres drogues encore plus sévères que celle-ci, c'est la même chose. Pour la cocaïne, c'est la même chose. La cocaïne voit son prix baisser, et donc l'intérêt, c'est de répandre, c'est d'augmenter les marchés, et ça reste quand même des marchés extrêmement lucratifs, et par conséquent objet d'accaparement violent. Et à mesure que donc la drogue se répand, les violences liées à son marché se répandent jusque dans les petites zones rurales, oui. Florence Pagneux, on voit cela d'ailleurs pour Nantes et pour la région nantaise, puisque dans ce dossier que le Figaro a consacré la semaine dernière à l'insécurité dans les villes moyennes, il était question, par exemple, de villes dans la périphérie nantaise. Effectivement, il y a une ville qui s'appelle Rezé qui a récemment consulté sa population pour créer ou non une police municipale. Et les habitants ont voté à 70% pour la création de cette police municipale. Signe qu'il y a un besoin, un sentiment fort d'insécurité, même si dans cette ville, là encore, les cambriolages, par exemple, qui étaient très présents, ont diminué fortement ces derniers temps. Mais alors, le classement mettait Rezé en tête de l'insécurité des villes moyennes en France. Effectivement, mais il faut se méfier des classements. Il y a aussi un classement qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux qui mettait Nantes en 47e parmi les villes les plus dangereuses du monde, devant Bogota en Colombie. Et en fait, ce classement, finalement, était inspiré des ressentis des internautes et ne reposait sur aucune réalité objective. Donc je pense qu'il faut aussi se méfier des classements. Et même les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, ce n'est que l'activité de la police qui est mesurée. Donc c'est vraiment des chiffres qui sont à prendre avec des pincettes. Il faut vraiment regarder sur le temps long, faire des enquêtes de victimation, comme le dit René Zoberman, pour vraiment identifier un problème dans une ville en particulier. L'autre élément que vient d'évoquer Florence Pagneux et qui est extrêmement important, René Zoberman, c'est l'apparition des réseaux sociaux et de la manière dont les réseaux sociaux s'emparent des faits divers avec, bien entendu, une évolution de notre représentation de la France des faits divers. Oui, alors j'ai rien de vraiment particulier, enfin, spécifique, disons, à mon travail à dire là-dessus. Sinon que une remarque un peu disons adjacente, qui est que les réseaux sociaux sont en effet le lieu de nouvelles délinquances. Et une des nouvelles délinquances qu'on mesure, nous, à partir d'Internet, disons, c'est quelque chose qui se trouve maintenant au niveau à peu près des cambriolages et qui continue d'augmenter, c'est le débit frauduleux sur carte bancaire qui se passe par Internet. Et on a vu cette victimation qu'on mesure depuis peu de temps, qu'on mesure depuis, je sais pas, une demi-douzaine d'années ou quelque chose comme ça, on l'a vu augmenter régulièrement. Donc, une nouvelle configuration sociale produit ses propres déviances. Et évidemment que les réseaux sociaux, comme caisse de résonance du discours public sur la délinquance comme sur d'autres choses, sont massivement présents. Et ce qui auparavant ne passait que par les médias qu'on dit maintenant traditionnels, c'est-à-dire les journaux écrits et puis la télévision et la radio, qui faisaient eux aussi régulièrement et particulièrement dans les périodes un peu plus calmes de l'été, le buzz, leur page titre, leur une sur tel ou tel événement crapuleux extrêmement violent et dommageable, et ben, ça fait la même chose sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, les événements de cet été, ils ont été mis en avant cet été. Je ne sais pas si à Nantes, 3 mois auparavant ou 6 mois auparavant, il n'y avait pas des événements semblables.
mais qui n'ont pas été manifestés dans la presse. Justement, un mot de conclusion, Florence Pagneux, sur les réseaux sociaux. Ce que je peux vous dire, c'est que sur les réseaux sociaux et ailleurs, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, les conférences de presse du procureur de la République sur le moindre fait divers à Nantes sont beaucoup plus suivies par beaucoup plus de journalistes de presse nationale. Il y a encore 6 mois ou 1 an, on était quelques journalistes locaux à suivre ces sujets-là, qui ne sont pas nouveaux. Donc il y a aussi une question d'intérêt et de fixation sur ces sujets-là ces derniers temps. Et ça doit changer aussi Relayé votre travail à vous quand vous êtes donc journaliste lié à un territoire pour apporter donc de l'information sur ce territoire. Oui, effectivement. Et quand on est journaliste local, qu'on est présent sur un territoire de longue date, parfois quand on voit arriver d'autres médias qui ont d'autres méthodes de travail peut-être plus agressives et qui restent une journée pour faire du micro-trottoir pour parler de l'insécurité à Nantes, on se dit qu'on a des méthodes journalistiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Merci Florence Pagneux. Je rappelle que vous êtes donc journaliste sur la région nantaise. Merci à vous René Zoberman, sociologue du droit. Il est 8h44. Dans quelques instants, le point sur l'actualité.